Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire intitulé « L'utilisation de la réalité virtuelle en contexte de formation ». Nous allons voir les différents ressorts utiles mis en place pour favoriser cette utilisation pédagogique de la réalité virtuelle. Tout d'abord, nous allons voir comment exploiter les lieux qui sont habituellement inutilisés avec la réalité virtuelle. Nous appelons cela le post collaboratif. Puis nous allons aborder les éléments permettant une préparation de la situation virtuelle, notamment grâce à des outils informatiques comme les variables didactiques ou l'utilisation de données numériques pour introduire le contexte virtuel. Ces données sont aussi disponibles en fin d'activité et cela sera le point suivant, à savoir quelles sont les données utilisables à la fin de la session virtuelle pour mettre en place une situation d'exploitation pédagogique efficace. Puis, nous conclurons avec des recommandations et pistes d'usage de l'outil virtuel au sein des classes. Donc en réalité virtuelle, classiquement, vous avez un utilisateur qui a mis son casque. Il arrive à percevoir et agir sur le monde virtuel. Le retour visuel de l'utilisateur est fait sur l'écran de l'ordinateur du système, et cela pose plusieurs problèmes. Tout d'abord, le point de vue est celui de l'utilisateur en immersion, et par conséquent, les rotations de la caméra qui sont affichées sur l'écran de l'ordinateur suivent les mouvements de la tête de l'utilisateur qui a le casque sur la tête. Et cela peut causer des problèmes de mal des simulateurs pour certains spectateurs. D'autre part, cette modalité rend inexploitable l'écran, ainsi que les périphériques d'entrée tels que le clavier ou la souris. Il s'agit là d'un espace peu utile car il ne permet pas de retranscrire un autre point de vue que celui de l'utilisateur qui a le casque sur la tête. Et donc si ce dernier ne regarde pas par exemple un élément important du scénario, alors le spectateur ne pourra pas voir ce détail, il ne pourra pas guider l'apprenant qui a le casque sur la tête. Nous proposons donc de changer cela en transformant cet écran passif en un nouvel utilisateur que nous appelons utilisateur collaboratif. Il s'agit d'une interface qui est affichée sur l'écran de l'ordinateur du système et qui est visible uniquement par les spectateurs. L'utilisateur en immersion ne peut donc pas percevoir cet écran collaboratif. L'écran est composé de différents éléments, donc on a le bandeau supérieur qui contient les différents menus de l'écran collaboratif et la partie inférieure qui donne accès à plusieurs outils spécifiques que nous détaillerons plus tard dans cette présentation. Tout d'abord, l'onglet Applications permet de changer l'utilisateur en cours, c'est-à-dire l'apprenant, de même que redémarrer ou arrêter la simulation. Ensuite, nous avons l'onglet Vue qui propose plusieurs points de vue de la caméra de l'utilisateur collaboratif. Par exemple, le mode FPS en haut donne le même point de vue que l'utilisateur en immersion. C'est pratique si l'on souhaite voir ce que l'utilisateur en immersion voit dans son casque. Le second suit toujours la position de l'utilisateur en immersion, mais offre un point de vue plus grand et une possibilité de changer ou d'orienter la vue collaborative, avec la souris et les touches du clavier. Cela est notamment pratique lorsque l'on souhaite avoir un point de vue plus large de la situation pédagogique. La dernière option visuelle autorise l'utilisateur à se déplacer librement dans la scène sans avoir de lien direct avec l'utilisateur en immersion. Cette dernière modalité est intéressante car cela permet de naviguer librement dans l'environnement virtuel sans avoir à déranger l'utilisateur. Par exemple, il est tout à fait possible, grâce à cela, dans une activité d'habilitation électrique BS, donc où on demande à l'utilisateur de réparer une prise électrique, de voir précisément les fils de la prise, donc s'ils sont arrachés ou non. Dans un tel cas, le BS ne peut pas faire la réparation. Une distance de sécurité supplémentaire est à respecter. Alors qu'en réel, l'observateur doit interrompre l'apprenant, soit pour regarder précisément la prise, soit pour questionner l'élève sur l'état des fils. Donc cela dérange l'élève et peut aussi lui donner des indications sur la réponse à donner. Grâce à ces différents modes de point de vue, nous pouvons faire des observations plus fines et également donner plus d'informations pour la contestation des faits en fin d'activité. Le prochain onglet est l'onglet Vidéo. Il autorise plusieurs choses comme la capture vidéo ou l'utilisation du streaming. La capture vidéo enregistre le point de vue de l'écran collaboratif et sauvegarde automatiquement le résultat dans le dossier de session de l'utilisateur. Il pourra être réutilisé plus tard pour faire un débriefing ou alors présenter une situation emblématique au reste de la classe. Le streaming permet de projeter en temps réel l'écran collaboratif sur un ou plusieurs postes informatiques distants. Cette modalité est intéressante car cela permet d'exploiter en temps réel une situation virtuelle sans déranger l'utilisateur en immersion.
En effet, lorsque l'on est en immersion, il est très perturbant d'avoir des personnes qui parlent et qui commentent les actions faites dans le virtuel. Grâce au streaming, il est possible d'impliquer un autre groupe d'élèves ou le reste de la classe, si cela le permet, dans l'exploitation de l'outil. Nous rappelons que l'objectif de notre approche du virtuel n'est pas de faire un équipement pour un élève, mais de pouvoir impliquer plusieurs apprenants autour de l'outil. Le streaming est l'une des pistes possibles pour l'exploitation pédagogique. Le bouton photo permet de prendre un instantané de l'écran collaboratif. Cette image sera également stockée dans le dossier de session de l'utilisateur pour une utilisation ultérieure. Vient ensuite l'onglet permettant de gérer les variables didactiques et les différents profils d'enseignants. Tout d'abord, nous appelons variables didactiques les éléments qui permettent de faire évoluer le scénario pédagogique. Il s'agit de différents leviers qui autorisent l'enseignant à moduler une situation virtuelle, soit pour travailler des concepts précis, soit pour adapter le scénario au niveau de l'apprenant. En effet, notre objectif n'est pas de donner à l'enseignant un scénario rigide et fermé à toute modification. Cela n'a absolument aucun intérêt, d'autant plus que seul l'enseignant possède les compétences et connaissances de ses élèves pour pouvoir déterminer si une situation donnée est intéressante ou non. En effet, le concepteur de l'applicatif peut ne pas être au fait des pratiques pédagogiques et du métier ciblé par l'application virtuelle. Il s'agit là d'un dilemme, c'est-à-dire que donner un scénario clé en main et rigide facilite l'utilisation de ce dernier. On lance l'activité et tout se fait tout seul, au détriment, par contre, de la pertinence pédagogique. D'un autre côté, proposer une situation entièrement paramétrable demande du temps et des compétences en informatique, ce qui rend l'utilisation du scénario pédagogique très complexe pour l'enseignant. Nous avons donc choisi de mettre le curseur entre ces deux modalités. Le scénario type est fixe, mais l'enseignant peut choisir, grâce à des interfaces simplifiées, de moduler l'activité ou de rajouter des aléas, le tout sans programmation. Les variables ont été identifiées clairement lors de la conception du scénario, car donner trop d'indications est autant néfaste que de ne pas en donner du tout. Pour résumer, les objectifs principaux de ces variables didactiques sont les suivants. Adapter le scénario au niveau des élèves, autoriser une utilisation de l'application pour plusieurs niveaux de classe, c'est-à-dire avoir une application qui fonctionne pour les CAP, pour les secondes, pour les premières ou même les BTS, focaliser une activité sur des éléments précis, comme la prévention des risques incendie ou encore la présence d'un aléa précis sur une machine, ou alors adapter la temporalité de l'activité. Par exemple, dans une activité de mise en rayon, cela peut être le fait de choisir si l'apprenant doit aller récupérer les produits dans le stock, ou si les produits sont directement prêts sur une palette. Les variables sont accessibles par l'enseignant, et bien entendu protégées par un mot de passe pour éviter un accès simple aux réponses. Elles se présentent sous la forme d'interfaces, à partir desquelles les enseignants peuvent créer leurs propres variations, ou alors choisir de travailler sur des fichiers communs. La structure est voulue générique, c'est-à-dire que pour n'importe quelle activité de n'importe quelle application utilisant notre système, l'enseignant aura la même structure visuelle. Par exemple, le choix de l'intitulé, le niveau requis ou encore la limite temporelle. Les consignes sont également accessibles et éditables. Nous avons d'ailleurs mené des expérimentations dans les lycées qui nous ont permis d'améliorer la façon dont les consignes sont données. Donner un paragraphe de consigne implique que certains élèves vont soit lire en diagonale, soit ne pas lire du tout, soit rencontrer des difficultés lors de la lecture et la compréhension des consignes. De plus, pour certaines situations procédurales, un paragraphe de consigne peut ne pas être adapté. C'est pourquoi nous proposons 3 modalités différentes pour donner la consigne en environnement virtuel qui sont au choix de l'enseignant et fonction du niveau de l'apprenant. Il peut s'agir d'un paragraphe complet qui peut utiliser une mise en forme spécifique pour insister sur certains mots. Cela correspond au niveau dit expert, qui peut correspondre soit à un type d'élève très à l'aise avec l'activité pédagogique, soit à une situation d'évaluation. Cela peut aussi être une liste d'éléments à réaliser, comme prendre ses EPI ou encore sécuriser sa zone de travail. Ces éléments regroupent des actions à faire dans le monde virtuel, et l'utilisateur est invité à cocher manuellement les éléments réalisés dans le monde virtuel. Il s'agit du niveau intermédiaire. La dernière modalité est sensiblement proche de la précédente, à la différence qu'il s'agit là de la liste de toutes les actions à réaliser, et non plus des grandes catégories de la modalité intermédiaire. Il s'agit ici du niveau novice, et ces actions peuvent être réalisées et cochées dans le monde virtuel grâce à la tablette virtuelle. L'intérêt de la liste d'éléments à cocher réside dans le fait que cela donne une certaine autonomie à l'élève.
En effet, nous avons constaté que les élèves sont majoritairement incapables de déterminer si l'activité est terminée ou non. Ils posent régulièrement des questions comme « j'ai terminé » ou encore « est-ce que j'ai bien fait ma consignation ?» alors qu'il leur suffit juste de relire les consignes pour avoir la réponse, ou alors d'observer l'environnement virtuel. Avec la liste d'éléments à cocher, l'application accompagne l'élève et ce dernier est capable de se représenter l'état de l'avancement de l'activité. L'écran collaboratif est composé d'autres éléments comme l'accès au dossier de session de l'utilisateur, contenant le rapport d'activité, les vidéos et autres images. Il est également possible d'accéder à divers éléments de documentation permettant d'assister l'apprenant ou l'enseignant à l'utilisation de l'outil virtuel. Et pour terminer, il y a des paramètres plus techniques qui permettent de procéder à divers réglages de l'application comme la qualité visuelle ou les paramètres de déplacement. L'écran collaboratif, en plus de pouvoir changer les paramètres, le point de vue ou les variables didactiques, permet également d'agir sur le monde virtuel. Et contrairement aux autres interactions de l'écran collaboratif, ces actions sont visibles par l'utilisateur en immersion. L'intérêt de cette approche est d'éviter de déranger l'utilisateur immergé, d'autant plus que s'il possède un casque audio, il aura du mal à entendre les instructions du spectateur. De plus, ces outils évitent l'action assez répandue en informatique de prendre les manettes et de faire à la place de l'utilisateur. Alors certes, le problème est corrigé, mais l'utilisateur n'a pas mené la correction, et il se peut qu'il n'ait pas compris la démarche. Les outils virtuels collaboratifs permettent de faire les mêmes interactions que celles effectuées par l'utilisateur en immersion. Par ailleurs, certains de ces outils autorisent l'affichage d'indications comme « Attention, il y a un danger par ici » ou encore « Regarde par ici ». Cette modalité permet de guider l'apprenant sans le déranger. Il est également possible de faire un tracé au sol pour indiquer à l'apprenant d'aller dans une zone spécifique de l'environnement virtuel. Cette dernière option est relativement intéressante lorsque le spectateur connaît l'environnement virtuel, contrairement à l'apprenant qui, lui, ne connaît pas du tout l'environnement virtuel. Le virtuel est juste un outil, un instant dans lequel l'apprenant va réaliser une activité pédagogique. Pour que cet instant ait la temporalité courte, de l'ordre de 10 à 20 minutes, il faut que l'apprenant soit efficace, c'est-à-dire qu'il ne perde pas du temps à assimiler la consigne ou encore à faire des actions intermédiaires peu intéressantes. Il est donc intéressant de préparer la session pédagogique en amont, de manière à optimiser le temps passé dans le monde virtuel. Cette préparation peut être un travail sur table ou en groupe dans lequel le contexte de l'activité virtuelle est expliqué, et il peut être accompagné de captures d'écran ou de ressources provenant de l'activité. Nous avons vu qu'il était possible de prendre des photographies grâce au module collaboratif. Ces images peuvent par la suite être exploitées pour préparer la session. Par exemple, cela peut être une photographie d'un rayon qui sera aménagé en virtuel, ou encore le plan du monde virtuel dans lequel une tâche d'habilitation électrique sera effectuée. Il est également possible de récupérer les données issues du monde virtuel pour faire des activités en dehors de ce dernier. C'est notamment le cas avec les données de produits de l'application du commerce, où l'intégralité des produits sont exportés sous forme d'images et également accompagnés des dimensions. Cela permet entre autres de réaliser une activité de calcul de linéaire, avant une mise en rayon où l'élève préparera son planogramme avant d'aller la réaliser dans le monde virtuel. Ou encore, cela peut être la réalisation d'un catalogue avec les produits issus du magasin. Le catalogue en question peut par la suite être importé dans l'application où l'apprenant devra faire une mise en rayon en accord avec le catalogue promotionnel. Le virtuel ne doit pas se limiter à une simple utilisation virtuelle, puis évaluation. Il y a une multitude d'exploitations en amont, et l'objectif du concepteur est de fournir suffisamment de contenu pour que chaque enseignant puisse exploiter l'outil dans sa classe comme il le souhaite. À l'issue d'une session virtuelle, l'application génère différentes données qui peuvent être par la suite utilisées pour une exploitation pédagogique. Tout d'abord, nous avons fait le choix de ne pas proposer une notation en fin d'activité, et ce pour les raisons suivantes. Tout d'abord, la machine n'est pas capable d'analyser aussi finement qu'un humain une activité professionnelle. Il faut un regard expert, celui de l'enseignant ou du professionnel, pour déterminer si les actions de l'utilisateur sont correctes et adéquates dans le contexte de la simulation virtuelle. En effet, nous avons vu que le contexte peut changer selon les consignes ou grâce aux variables didactiques. Sans cette flexibilité, il est tout à fait possible de mettre en place un pseudo-comportement d'observation et d'analyse automatisée. Mais il n'y a pas d'intérêt à cela, car l'enseignant n'est pas considéré convenablement. Ces approches automatisées sont intéressantes uniquement à but marketing, où des notes, curseurs et autres pourcentages peuvent être animés pour faire transparaître une approche futuriste et innovante, alors que dans les faits, ce n'est pas intéressant d'un point de vue pédagogique.
Une notation est quelque chose de complexe à mettre en place sur certaines activités, dans le sens où il faut prendre le temps de déterminer le poids de chaque action virtuelle sur la notation finale. Par ailleurs, ce processus mène à une situation virtuelle fragile, qui peut perdre son intérêt avec un simple changement de contexte ou de référentiel. Avec cette notation, la place de l'enseignant n'est pas considérée, alors que finalement l'enseignant ne pourra jamais être remplacé par une machine, car l'expérience, le dialogue et les compétences des uns et des autres sont des éléments difficilement maîtrisables par une machine. Nous avons donc choisi l'approche par rapport d'activité, c'est-à-dire que nous avons isolé avec les enseignants, au moment de l'écriture du scénario, des indicateurs de performance qui sont utiles pour un contexte pédagogique donné. Ces indicateurs sont mis en forme dans un fichier PDF qui est imprimable et exploitable après la situation pédagogique. Le rapport ne donne ni de notes ni d'avis sur la situation virtuelle, il contient juste des éléments comme prendre ses EPI, ou alors consignation du TGBT. Ou encore cela peut être la répartition spatiale de l'apprenant. Cette dernière est d'ailleurs très intéressante dans le contexte d'une activité de chasse aux erreurs, où il est aisé de constater qu'une erreur n'a pas été repérée. Cependant, il est plus intéressant de se demander pourquoi l'élève n'a pas repéré l'erreur. Le rapport d'activité peut donner des informations qui aident à lever ces incertitudes. Par exemple, si l'enseignant a renseigné une erreur dans les vestiaires et que le rapport indique un temps passé dans les vestiaires de 0 secondes, alors l'erreur n'a pas été relevée tout simplement car l'élève n'a pas été dans la pièce où se trouve l'erreur. Inversement, si l'utilisateur a passé l'essentiel de son temps dans une zone et a manqué plusieurs erreurs, alors il peut être intéressant de questionner l'élève à ce propos. Le questionnement de l'apprenant est une utilisation emblématique du rapport d'activité, où un entretien d'explicitation permet de revenir sur la session pédagogique et le rapport sert de support à cet entretien. La conduite de l'entretien d'explicitation n'est pas imposée car il s'agit en fait d'un exercice à moduler au cas par cas. Nous pouvons cependant donner quelques recommandations. Tout d'abord, analyser le rapport progressivement avec l'élève. Le rapport sera discuté au fur et à mesure avec l'élève et les échanges seront en lien avec l'état des indicateurs de performance. Procéder au début de l'entretien à un temps de parole libre avec l'apprenant. Ce temps de parole peut être amorcé en demandant à l'apprenant comment l'activité virtuelle s'est passée, ou encore ce que l'élève a fait et ce qu'il a compris dans le monde virtuel. Ce premier temps de parole est intéressant car bon nombre d'élèves se contentent de rester mutiques à la suite d'une activité virtuelle, alors que là, dès le début, on force en quelque sorte l'apprenant à prendre la parole et à procéder à une première étape de remise en contexte. Par la suite, l'enseignant peut continuer l'entretien en utilisant ce que l'apprenant vient de dire et en utilisant le rapport d'activité. L'enseignant peut également faire une première analyse du rapport et orienter son discours sur les éléments les plus intéressants. Contrairement à la revue progressive, cela permet d'aller à l'essentiel. Bien entendu, il est tout à fait possible d'utiliser les rapports d'activité dans d'autres contextes que l'entretien d'explicitation. Cela peut être l'utilisation du rapport par 2 élèves, ou encore l'analyse d'une situation en classe entière ou en petits groupes d'un rapport accompagné de la capture vidéo ou de différentes images. Le rapport, ainsi que les autres données, sont juste des supports. Les enseignants sont libres d'utiliser ces ressources comme ils le souhaitent. Et comme je l'indiquais plus tôt dans cette présentation, les concepteurs ne sont pas des pédagogues, ni même des experts dans les métiers digitalisés. Par conséquent, la forme et le fond des rapports d'activité peuvent évoluer au fil du temps en fonction des retours des enseignants. Il s'agit là d'un cycle d'amélioration continue et de réingénierie qui a pour objectif de suivre et de s'adapter aux pratiques pédagogiques dans les différents établissements. La réalité virtuelle est donc un outil qui constitue un nouveau lieu de formation. Le monde virtuel, aussi complexe soit-il informatiquement, se doit d'être adapté à la réalité du terrain. Tout au long de cette présentation, nous avons vu différents supports et approches permettant une exploitation pédagogique de l'outil. Ce dernier doit pouvoir être intégré convenablement dans la classe, c'est pourquoi nous proposons une utilisation en 3 étapes, c'est-à-dire une étape préparatoire, avant, une application du travail préparatoire dans le monde virtuel, et un temps ultérieur réservé à l'exploitation pédagogique des résultats du monde virtuel. Les établissements ne peuvent pas avoir un équipement de réalité virtuelle par élève. Il faut donc pouvoir s'organiser, car l'enseignant ne peut pas se dédoubler pour gérer à la fois les élèves et la situation virtuelle. Il n'y a pas de méthode universelle fonctionnant dans tous les établissements. Ceux qui prônent ce genre d'approche magique n'ont sûrement pas testé cette technologie sur le terrain, ni même dialogué avec les enseignants de différents établissements et académies.
Nous allons donc ici recommander certains cas d'usage qui sont envisageables. Tout d'abord, considérez la réalité virtuelle comme étant l'aboutissement d'une activité classique sur table. Par exemple, à l'issue d'une activité de préparation de catalogue, l'élève, si le travail est satisfaisant pour l'enseignant, peut aller en virtuel tester sa réalisation. Il s'agit là d'introduire la réalité virtuelle comme étant une sorte de récompense pour un travail terminé et correct. Certains établissements ont déjà l'habitude de laisser travailler en autonomie des élèves. Cela n'est pas réalisable dans tous les établissements car c'est fonction du profil des élèves. Mais lorsque cela est possible, alors la réalité virtuelle peut être envisagée comme un autre module sur lequel des groupes d'élèves peuvent pratiquer en autonomie. Nous avons implémenté les interactions virtuelles de manière à empêcher toute utilisation ludique lorsque cela n'est pas nécessaire. Et de toute manière, l'application enregistre le rapport d'activité et il est également possible d'y ajouter l'enregistrement vidéo, ce qui limite les dérives ludiques. Si une salle juxtapose une salle informatique, et si dans le meilleur des cas cette salle est séparée par une vitre ou un mur transparent, alors il est tout à fait possible d'utiliser la réalité virtuelle en même temps qu'une activité avec le reste de la classe dans une salle informatique par exemple. Ce genre d'exploitation est intéressante car l'enseignant peut garder en visuel les apprenants qui utilisent la réalité virtuelle. Et par ailleurs, le module de streaming peut permettre ici de transmettre le flux vidéo dans la salle informatique. Des utilisations à plusieurs sont également envisageables dans le sens où plusieurs élèves peuvent avoir pour objectif de réaliser une activité virtuelle. Un élève est en immersion et les autres sont à proximité pour le guider et le conseiller. Nous venons de voir tout au long de cette présentation que l'exploitation pédagogique de la réalité virtuelle n'est pas quelque chose de générique, utilisable partout, n'importe quand et par tous. Bien que la technologie repose sur des approches logiques et booléennes, la forme des applications pour la formation professionnelle suggère la mise en place de nouvelles approches techniques qui, contrairement aux autres domaines, doivent pouvoir permettre une plus grande flexibilité tant pour les concepteurs que pour les enseignants. Il est primordial de donner aux enseignants un maximum d'outils simples qu'ils vont pouvoir utiliser à leur guise et en fonction de la situation. Le module collaboratif, par exemple, permet de changer des points de vue ou de paramétrer les situations pédagogiques. Les indicateurs de performance sont eux utiles pour mettre en place un dialogue avec l'apprenant ou alors servent de support de contestation des faits. Grâce à ces outils, l'enseignant est ici pleinement dans son rôle, et non dans un rôle de surveillant de données informatiques comme certains concepteurs le souhaiteraient, notamment en proposant des notations automatiques ou des situations pédagogiques rigides. L'intégration au sein du cursus est à prendre au cas par cas, car trop de facteurs rentrent en considération pour pouvoir prétendre à un processus générique. Cette intégration est facilitée par une utilisation des données issues du virtuel en dehors du virtuel, comme l'exploitation des produits du magasin que nous avons évoqué plus tôt. Ainsi se termine ce webinaire sur l'utilisation de la réalité virtuelle en contexte de formation. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse qui s'affiche sur votre écran.